Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Bibin Talk. Le talk d'information de Bibin, ça démarre maintenant. Aujourd'hui, sujet sensible, sujet qui me tient à cœur comme beaucoup de sujets qu'on évoque ici. Des Noirs ont vendu des Noirs. On s'en va déconstruire tout ça aujourd'hui avec l'aide de Wikipédia simplement et un lien externe seulement que je vous invite à lire qui résume un peu ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, suivez-moi, c'est parti. Alors, petite précision tout d'abord avant de commencer, hein. L'idée, c'est, oui, effectivement, de bouger un peu les choses. Après, c'est pas de tout remettre en cause, hein. C'est juste qu'il y a des faits qui sont accessibles sur le net à tous et qui, remis bout à bout, ne racontent pas la même histoire. Et c'est ce qu'on va essayer de raconter aujourd'hui. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite. Bon, j'ai quand même une belle tête de carton plutôt qu'autre chose, hein. Mais je suis quand même concerné par le sujet, hein. On m'a quand même placé un scud magnifique qui s'appelle Nègre de maison que j'ai pris un jour dans le monde du travail. Donc, qui d'une manière ou d'une autre m'a rattrapé, même si un jour j'ai cru oublier d'où je venais. C'est pas marrant. Du coup, il faut s'arrêter là et regarder 2 minutes l'histoire qu'on nous a racontée à l'école, hein. Donc Christophe Colomb part en Amérique, il a besoin de noirs, donc les blancs vont en Afrique, vont chercher des noirs qui sont tout à fait d'accord avec ce qui se passe, et donc vont accepter donc du coup de partir gentiment en esclavage en Amérique, et pour une partie aussi en Europe, voilà, même une partie dans les pays arabiques, et tout ça c'est fait effectivement avec la bonne volonté des noirs. Et ben ça, en fait, c'est la première chose qui me posait un problème. Alors, vous connaissez la politique de la chaîne, on parle de ce qu'on connaît, de ce qu'on a un peu étudié. Il y avait 500 000 juifs dans l'armée nazie. Excusez-moi, je ne vais vraiment pas très longtemps parler du sujet et je vais prendre 1000 précautions. Mais est-ce qu'il viendrait à l'idée aux gens de dire que les juifs étaient d'accord avec ce qui s'est passé? C'est la question que je pose. Donc à ce stade, donc effectivement en Afrique, on n'est donc pas développé, on n'a pas de culture, on n'a pas d'histoire, rien n'est écrit, rien n'est prouvé, ils ne trouvent rien là-bas que des gens en boubou désorganisés qui contre des miroirs vont s'échanger des uns des autres, effectivement pour éviter peut-être éventuellement peut-être de prendre une balle aussi au cas où, hein. Ça peut peut-être éventuellement jouer aussi, hein, mais c'est peut-être même plus important que ce qu'on imagine. Mais voilà, les gens sont d'accord avec ce qui se passe et comme ils sont désorganisés, ils n'ont pas de structure, hein, effectivement, ils n'ont pas d'histoire, ils vont accepter ce qui se passe. Wikipédia. Alors tout d'abord, excusez-moi, on va faire un peu d'histoire. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais il faut replacer les choses dans leur contexte, peut-être pour essayer de comprendre. Donc à l'écran, vous voyez tout d'abord le contexte dans lequel on se trouve en Europe à cette époque-là. Et on est dans le contexte de la conquête musulmane, donc de la conquête du monde musulman sur l'Occident, effectivement, les Arabes qui vont aller coloniser donc jusqu'en Espagne. Voilà, donc voilà, je ne vous mens pas. Voici donc effectivement la page Wikipédia qui traite de ça, effectivement, et qui va nous emmener donc effectivement vers ce califat, qui est le califat des Omeyyades, pardon, excusez-moi. Donc une branche dissidente opposée à Mohammed qui va étendre un califat qui va aller quasiment de l'Arabie Saoudite jusqu'en Espagne, remonter même jusqu'à Sens, à 100 kilomètres de Paris. Et ça, c'est le contexte, effectivement, en tout cas, qui va précéder l'arrivée des Européens, en tout cas, là, on est en 1200, enfin, on est en 700, pardon, excusez-moi. On est en 700 après Jésus-Christ, donc effectivement, on est après peut-être pas très longtemps après la création comment dirais-je, enfin, après la révélation, pardon, excusez-moi, avec le respect que je peux avoir pour la religion, après la révélation du Coran, et donc effectivement va commencer une étape effectivement d'expansion du Coran dans toute l'Amérique, dans toute l'Afrique, pardon, du Nord dans un premier temps, et puis après qui va remonter effectivement, vous avez la carte là effectivement qui montre, et voilà.
Et donc voilà, le califat va ressembler à ça si on continue toujours, effectivement. Le califat de Cordoue, effectivement, donc c'est le califat au milieu de Cordoue, c'est le califat qui va régner en Espagne de 929 à 1031 après Jésus-Christ, mais il y aura d'autres dates importantes avant ça. Vous voyez, c'est daté, c'est sourcé, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc voilà, effectivement, pour reprendre, on en était au califat de Cordoue, donc effectivement, qui va durer, effectivement, il va y avoir un premier événement, qui est la bataille de Poitiers, donc qui va être l'une des premières victoires, et vous voyez que la France va très vite rentrer dans l'histoire, hein. Ça va être l'une des premières victoires importantes du monde chrétien sur le monde musulman. À cette époque-là, bon, je ne fais pas tout le détail, mais le commerce, en fait, d'un côté, il y a une entente cordiale quand même qui se met en place, puisque les Arabes vont apporter tout ce qui va être épices, de l'or et d'autres choses précieuses dont l'Europe a besoin, en échange de quoi les Européens vont envoyer des Slaves pendant des siècles. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on va dire que l'entente va être un peu moins cordiale à partir de ce moment-là, et donc on va commencer plus ou moins ce qu'on appelle, à partir véritablement de cette bataille-là, ce qu'on appelle la Reconquista. Alors, c'est pas la remontada, c'est la Reconquista. Et effectivement, hein, vous voyez, hein, c'est sur Wikipédia, hein, chaque page, hein, on suit, on avance ensemble, hein. Et donc, c'est donc la reprise des territoires pris par les musulmans, voilà, lors de la conquête musulmane, donc, qui va être initiée par les Portugais et les Espagnols, donc, pour la reprise de leur territoire, qui va durer, donc là, on était au départ au tout début du Moyen-Âge, dans le bas Moyen-Âge, et là, on arrive dans ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, et jusque dans le Haut Moyen-Âge, ça va s'étendre, effectivement, et on continue, bah, la première prise sur le territoire musulman, qui est la prise de Ceuta, ou je sais pas si je prononce bien, qui est en 1415. Oui, hein, ça dure longtemps la Reconquista, hein. Ça commence quasiment donc avec la bataille de Poitiers en 732, jusqu'à la prise de Ceuta, effectivement en 1415. Et on va voir qui sont les instigateurs de cette Reconquista, et surtout qui c'est qui va vraiment va commencer à mettre le pied en Afrique juste après. Donc on continue juste après. Donc effectivement, nous reprenons sur la prise de Cuenta. On voit un nom qui apparaît, Henri le Navigateur. On y va. Voilà, bah on suit, hein. Et c'est donc Henri le Navigateur. Henri le Navigateur. Bah, c'est l'Infante Dom Henrique, donc effectivement, qui est un Portugais qui va être important dans l'histoire puisqu'il va être à la tête de ce qu'on va appeler l'Ordre du Christ, qui va être en fait l'ordre qui va être mandaté en fait par le pape pour poursuivre la Reconquista. Mais donc dans ces cas-là, en fait, là, c'est plus de la poursuite. Au départ, c'est plus de la reconquête. Là, c'est vraiment de la conquête. Là, on va poursuivre. En fait, là, on a déjà repris le territoire et là, on va aller chercher dans le territoire ennemi. Mais là, ce que je vous raconte, c'est l'histoire d'une guerre, hein. Je vous raconte pas l'histoire d'un truc cordial ou je sais pas quoi. C'est un envahissement, c'est une guerre. En tout cas, c'est une guerre de position, de pouvoir, d'influence, mais l'Europe veut étendre son influence, et donc du coup, par en contre-offensive contre le califat. Et donc les premières découvertes, ça va être les îles de Madère en 1418 et 1419, hein, vous voyez, c'est marqué ici, les Açores en 1427, jusqu'au Cap Bojador au Cap Vert en 1434. Donc effectivement, ce qu'on appelle aussi le Cap voilà, où ça va aller jusqu'au Cap Bonjour. C'est ses principales découvertes pour lui en personne. L'ordre Christ, dont je vous parlais, un ordre catholique, qui est directement issu de l'ordre du Temple. Pour ceux à qui ça parlerait, on en reparlera peut-être un autre jour. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, les guerres qui sont à l'origine de l'esclavage, ou même qui sont à l'origine de la conquête de Jérusalem, donc de ce qu'on appelle les croisades, ou même on pourrait rattacher ça effectivement aussi d'une certaine manière, et on va y arriver de toute façon, à cette poursuite de la conquête, donc des grandes découvertes, ce qu'on a appelé des grandes découvertes vers les Amériques. Tout ça, en fait, c'est initié par
par le même instigateur, effectivement, par le même procédé, en tout cas par le même belligérant qui est l'Europe à l'origine, hein. C'est marqué là. L'ordre, effectivement, voilà, l'ordre du Temple, hein, c'est les précurseurs. C'est eux qui faisaient des guerres à Jérusalem. Ils vont accoucher d'un enfant qui va être l'ordre du Christ, qui va être, voilà, qui va se développer sur Henri le Navigateur, hein, c'est marqué là encore. Et donc, effectivement, qui va arriver jusqu'aux Açores et au Cap Bonjour à un moment donné. Et en tout cas, en 1455, c'est déjà suffisamment sérieux pour que le pape lui-même, il en publie une bulle, ce qu'on appelle une bulle papale. Une bulle papale, c'est l'équivalent d'un arrêté préfectoral, quoi, pour dire ça y est, les gars, on y va, quoi. Donc voilà, et vous verrez qu'on va en reparler un tout petit peu plus tard de ce Romanus Pontifex, hein. Mais en fait, en gros, il explique que maintenant, là, tout ce qui est sarrasin, tout ce qui est mort, là, on doit convertir de force, voilà. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Donc tout de suite, arrêt sur image, hein. Là, on est au Romanus Pontifex, hein. Donc vous voyez que ça a déjà commencé un petit peu, hein. Ils sont déjà arrivés à Cuenca, Cuenca qui est au nord du Maroc. Ils ont déjà pas mal rôdé un petit peu sur la côte, déjà un petit peu, là. Ils ont pris les Comores, notamment tout ça et tout. On est en 1455 quand le Romanus Pontifex il est rédigé. Là, à ce moment-là, Christophe Colomb, tout simplement, il a 4 ans, hein. Voilà. C'est juste pour remettre les choses dans leur contexte et pour vous dire, hein, même la première fois qu'ils vont vraiment mettre le pied sur le territoire vraiment sur la teranga, hein, pour le dire gentiment comme ça, c'est là sur le continent africain, l'Afrique noire. Ça va être au Cap Blanc qui est au sud de la Mauritanie. Et ça, c'est en 1441. Donc voilà, là, 1441, Nuno Tristão qui, on va y arriver. Nuno Tristão, là, c'est ce qui suit, effectivement. C'est lui aussi qui va être l'un des grands explorateurs qui va notamment découvrir le Cap-Vert. Et pour vous montrer à quel point le mec, il a été bien accueilli, il a été, qu'on s'appelle, tué par des gens qu'on appelait des Sérères. Et c'est là qu'on va tout doucement plonger vers un autre chapitre qui est effectivement, gentiment mais sûrement, et bah, qu'est-ce qui se passait avant, et je crois qu'avant, c'était pas si mal que ça. Donc ouais, on reprend sur Nuno Tristão, on rappelle que là, on est là, un peu avant la Christophe Colomb, il est en culotte courte, hein. Mais Christophe Colomb, Vasco de Gama, toutes ces personnes-là, tout ce qu'on va appeler effectivement les grandes découvertes, donc la découverte de l'Amérique, la découverte des Indes, la découverte, pardon, oui, la découverte de l'Afrique, mais si on n'ose pas le dire comme ça, effectivement, parce que c'était le même principe, hein, ou même l'Australie, c'est le même concept, c'est là où on va démarrer, hein, cette histoire. Et donc, effectivement, les Sérères, dont je vous parlais, qui vont tuer Nuno Tristão, qui c'était, en fait, hein, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? On s'aperçoit que c'est plutôt un peu plus rempli même que ce que j'aurais imaginé, moi, au départ, hein. Je vous avoue, quand j'ai commencé à plonger dans le dossier, je voyais quand même qu'il y a une bonne page, quand même, hein. Pour Wikipédia, c'est déjà pas mal, hein. On n'est pas sur quelques lignes. Donc les Sérères, c'est une tribu d'Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest, hein, ça va être important, hein, parce que c'est là que ça va jouer effectivement une bonne partie de la guerre, effectivement, parce que c'est une guerre qui va avoir lieu entre le monde occidental et donc effectivement ces pays qui sont en place, hein. Il y a des pays en place. Et voilà, donc les Sérères, donc ils sont notamment l'une des plus anciennes populations de l'actuelle Gambie et Mauritanie, et qui, à l'époque, occupe un territoire qu'on appelle la Sénégambie. Effectivement, quand ils arrivent, hein, ça a déjà un nom. Ça s'appelle la Sénégambie. Après, on va juste prendre une règle, on va découper, mais c'est pas grave, hein. Mais voilà, donc c'est une histoire très ancienne, hein, qui remonte à la préhistoire même, effectivement, avec des traces préhistoriques, effectivement. Les Sérères, c'est un peuple qui parle de Jolof, et voilà, qui va être aussi à la tête de beaucoup de peuples, hein, comme les tout couleurs ou des choses comme ça, effectivement, voilà, même qui auraient pour ancêtre, pardon, des tout couleurs, si je dis pas de bêtises. Je voudrais vraiment rester précis. Et voilà, parce que effectivement, des personnes
à qui on a affaire et que je vais pas nommer aujourd'hui, mais à qui je m'adresse aussi aujourd'hui, c'est des personnes qui prennent l'histoire comme témoin lorsqu'ils s'expriment. Et là, aujourd'hui, là, mon travail, c'est celui d'un historien, effectivement, et je vous rappelle ma méthode, hein, on passe que par Wikipédia pour vous montrer à quel point rien n'est caché. Donc la Sénégambie, vous voyez qu'effectivement, ça existe, hein, c'est la réunion du Sénégal et de la Gambie, effectivement, voilà, donc c'est l'un des empires qui date du néolithique, hein, qui a une vraie histoire, effectivement, hein, je vous mets des pages après en lien et vous irez lire vous-même, hein. Vous voyez donc un autre exemple, ça c'est l'empire du Ghana, donc voilà effectivement un empire qui s'étendait un peu au-dessus pardon de la Sénégambie. Donc c'est un empire qui était assez important, hein, qui avait ses capitales, qui avait des religions traditionnelles. Voilà, tout ça, ça a une histoire, voilà, qui date d'aussi bien du Moyen Âge, qui est aussi bien contemporaine de Nuno Tristão, voilà, donc quand ils arrivent, il y a une histoire en place, hein. Regardez, ça, c'est un autre royaume, c'est le royaume du Congo, mais ouais, ça s'écrit pas forcément de la même manière, effectivement, qui va donner, effectivement, après, l'empire du Congo, qui sera l'empire administré par Léopold II. Je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Et voilà, donc là, l'empire qui m'intéresse, effectivement, parce que c'est celui-là, en fait, au départ, qui va vraiment attirer les Européens, c'est l'empire du Mali, qui est à l'époque l'un des empires les plus importants de l'Afrique qui vont trouver en place. L'un de ceux aussi qui va pas forcément être d'accord tout de suite avec ce qui va se passer aussi. Et donc, du coup, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait se penser, hein, c'est beaucoup plus rempli, hein. Vous voyez, les pales, elles sont beaucoup plus remplies. Il y a encore d'autres choses, hein. Moi, j'ai pris que ces exemples-là parce qu'il faut que je fasse une vidéo assez courte, hein, sinon je vais vous perdre. Mais voilà, vous voyez qu'il y a une capitale, hein, l'Empire du Mali, voilà, qui aura des rois, hein, voilà, parce que voilà, les personnes, si un empire, hein, c'est un roi, donc si un roi, c'est que les personnes sont suffisamment organisées, hein, vous voyez que les sociétés, hein, elles sont écrites, elles sont organisées, effectivement, il y a tout ce qu'il faut, voilà, et on va vous parler même d'une personne qui s'appelle Sundiata Keita, hein, dont on reviendra dessus, qui est peut-être l'une des personnes qui est les plus importantes dans ce qui sera la résistance à ce qui se passe en Afrique. Mais là, à cette époque-là, là, si on remonte un peu plus haut, la personne qui nous intéresse, c'est effectivement, ouais, je crois, si je dis pas de bêtises, on peut faire le lien direct à partir de cette page, mais l'un des grands empereurs, effectivement, de cet empire, effectivement, voilà, voilà, pardon. Il faut d'abord passer, effectivement, par le pays qu'on appelle le Manding. C'est moi qui ai oublié cette page. Et voilà, le Mandé, le pays mandingue, effectivement, qui était l'un des empires du Mali. Voilà, pour montrer, effectivement, c'est vraiment très, très chargé, hein, l'histoire. C'est pas un petit bout de chiffon, effectivement, voilà, quoi. Et dans cette période impériale, effectivement, qui est l'empire du Mali, il va être administré par une personne qui s'appelle Moussa Keïta, Moussa, et qui était tout simplement l'homme le plus riche du monde à cette époque-là. Et on va s'arrêter là, et on fait une petite pause et on reprend tout de suite. Vous êtes bien sur Bibin Record, on refait le match. On refait le match. Parce qu'en fait, la réalité, elle est là, en fait, et vous allez voir, elle est très très simple, hein. Cet homme-là, en fait, il est connu pour son pèlerinage à la Mecque, en fait. Et quand il a décidé d'aller à la Mecque, en fait, on lui a demandé d'arrêter de jeter de l'or par terre parce qu'il mettait en péril, tout simplement, toute l'économie de la Méditerranée. Cette histoire est arrivée jusque dans les oreilles, hein. Ça se passe un peu avant que, effectivement, hein, comme dit ça, ça se passe en 1324, hein, vous voyez, c'est 100 ans avant qu'effectivement on commence à se dire, on va aller voir ce qui se passe en Afrique. Donc, voilà, mais effectivement, voilà, on entend qu'il y a de ces personnes-là, effectivement, qui sont tellement riches que tous les vendredis, ils construisent une mosquée quand ils marchent, en fait, en gros, que ces personnes-là sont tellement riches que même leur couronne, tout, enfin, voilà, ils sont pavés, ils sont recouverts d'or. Voilà. C'est ça l'histoire de Kanga Moussa. Voilà. Et vous regarderez juste ici. Pourquoi je reviens sur l'ordre du Christ et sur Portugal? Parce que dès le départ, il avait établi des relations suivies avec le Portugal, les Mérinides et les sultanats. Parce que c'était quelqu'un d'avisé. Et le Portugal, on y revient, parce qu'on revient à l'ordre du Christ.
donc à ce fameux Romanus Pontifex dont je vous parlais tout à l'heure, effectivement, voilà, qui réorganise totalement la vision même de l'Europe envers ses autres territoires, en fait, tout simplement. Là, l'Europe devient supérieure aux autres, effectivement, et vous voyez, hein, c'est non seulement limite laisser des sauvages aux Sarrasins et aux autres infidèles, hein, c'est vrai, c'est le mot Sarrasin est imposé. On se pose le Sarrasin, c'est des morts, des morts, c'est quoi? C'est une des plus anciennes tribus d'Afrique qui a peuplé voilà, voilà. La Mauritanie, voilà, ça a été voilà, c'est tout le nord de l'Algérie actuelle. La Mauritanie, hein, pas la Maurie, la Mauritanie. Et voilà, qui nous revient effectivement, quand on revient cette histoire-là, effectivement, on en revient forcément bah, voilà, on est sur ce qui explique en fait aujourd'hui ce truc-là, effectivement, qu'on a là, qui est un titre très détaillé, hein, que par certains points je pourrais remettre en cause encore aussi, juste avec Wikipédia lui-même, hein, il se contredit cet article lui-même, hein. Mais voilà, la traite atlantique ou la traite effectivement des esclaves a cette origine-là. Aujourd'hui, c'est pas là quand ça commence effectivement, quand on arrive effectivement, comme je vous le dis, hein, quand on pose le pied au Cap Blanc, donc au Cap Blanc en Mauritanie. Pourquoi la Mauritanie? Parce que quand on y arrive, on est en 1441, et ce qui a expliqué la traite des esclaves, c'est le Ramenus Pontex. C'est pas autre chose. Mais voilà, c'est juste pour faire un point à ce stade. On s'aperçoit quand même que quand ils arrivent en Afrique, ils ont déjà des relations diplomatiques avec l'Afrique, avec certains empires qui sont déjà en place, que l'empire du Mali, les Maures, le royaume du Congo, la Sénégambie, ou même des tribus comme les Sérères, ont des relations ont des origines qui remontent jusqu'à l'Antiquité, qui ont qui ont même pour certaines des traces qui remontent jusqu'à la préhistoire. Et effectivement, on arrive effectivement à nous expliquer que quand ils arrivent, il n'y avait rien et que grâce à eux, on a été sauvés. Et pourtant là, tout de suite, on vient de mettre à mal deux grandes théories. Déjà d'une, c'est que donc effectivement, ce serait Christophe Colomb qui serait plus ou moins à l'origine de l'esclavage, hein. Moi, c'est ce que j'ai compris quand j'étais à l'école et c'est ce qu'on m'a expliqué très clairement. On m'a fait faire des contrôles pour être sûr que c'est ce que j'avais compris. Effectivement. Et on s'aperçoit qu'effectivement, enfin, entre guillemets, en tout cas, la conquête du territoire africain et les premiers esclaves africains arrivent sur le sol portugais quand Christophe Colomb, là, il n'est même peut-être même pas encore né, mais je crois même il n'est pas encore né, et en tout cas il est très jeune quand les premiers esclaves arrivent au Portugal. Effectivement, ça c'est le premier truc. Et après on nous explique aussi qu'on était d'accord et qu'il n'y avait pas d'histoire et qu'on était des boubous en pagne, effectivement, qui se baladaient dans la prairie. Et on s'aperçoit qu'on avait des empires qui étaient au moins aussi riches, au moins structurés et au moins aussi organisés qu'effectivement et que tout ça c'est sur Wikipédia encore une fois. Alors si vous voulez bien continuer à suivre, on peut aller plus loin. Donc à ce stade, on pose une question. Donc là, effectivement, quand on a réussi à démontrer que l'esclavage en lui-même, ce qu'on appelle l'esclavage, c'est pas véritablement l'esclavage, c'est plus ou moins ce qu'on appelle avant tout une guerre, même très précisément une guerre de religion, qui est une guerre de religion en opposition à ce qui s'est passé très très en amont à l'origine lors de la conquête des Omeyyades, donc du sultanat et du califat qui remontait jusqu'en Espagne. C'est la réponse, il y a eu la Reconquista. Donc effectivement, on a démontré tout ça. Effectivement, maintenant on sait qu'effectivement, c'est pas forcément, on savait pas quoi faire, on a débordé, on a trouvé des mecs en boubou, on les a pris, on les a emmenés en Afrique, en Amérique, pardon. C'est pas ce qui s'est passé. Donc maintenant la question que j'ai posée effectivement, et c'est là que je me suis un peu cassé la tête parce que je vous avoue que là effectivement à partir de là c'est fort quand même. J'ai posé la question de savoir effectivement si dans l'histoire de cette guerre, puisqu'on a démontré que c'était une guerre, si toujours par Wikipédia on arrivait à remonter des traces d'opposants à l'esclavage. Et à cette question-là, effectivement, vous voyez, il y a une page, hein, qui existe qui s'appelle la liste d'opposants à l'esclavage.
Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas moi qui refait le match, hein, mais voilà, quoi. Donc voilà, mais voilà. Donc vous voyez qu'effectivement, en France, on va citer Condorcet, Toussaint l'Ouverture, effectivement, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, même plus loin, Montaigne, hein, effectivement, même Jean Baudin, hein, dès 1529. Voilà, Henri Grégoire, dit l'abbé Grégoire, qui est assez connu aussi, effectivement, dans cette histoire, Robespierre. Voilà, on les connaît tout cela, mais je me suis dit, est-ce qu'en Afrique, même, en Afrique même, et le seul nom qui apparaît quand même, parce qu'il fallait quand même en mettre un, c'est Sundiata Keita, dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est donc effectivement l'un des empereurs très tôt, l'un des empereurs du royaume mandingue, qui est l'un des royaumes à l'intérieur de l'empire du Mali. Et donc voilà, pour vous montrer qu'effectivement, bah, au bout d'un moment, tout est lié, hein. Donc voilà, quoi, cet empire mandingue, il fait partie d'histoires qui existaient avant l'arrivée de l'homme blanc, encore une fois, et on y revient. Il y a toute une épopée qui existe, hein, l'épopée de Sundiata, hein, qui a à l'origine une épopée orale, mais voilà, ouais, la page est quand même assez remplie. Voilà, donc effectivement, qui va donner aussi même lieu à des films. J'ai vu à un moment donné à des films de cinéma, de la musique, des peintures, des illustrations. Donc c'est pas quelque chose qui n'a pas laissé de trace, quoi. Donc c'est voilà, c'est juste que si on veut, on a fait en sorte qu'elle ne réapparaisse pas. L'un des royaumes qui est cité dans cette épopée, c'est le royaume de Soso. On y revient toujours, c'est l'un des royaumes aussi du Mali, de l'empire du Mali. On en revient toujours à l'empire du Ghana qui était, voilà, qui à ce moment-là a fini par tomber. On revient toujours à Sundiata Keita, effectivement, qui est aussi dans la même lignée que Mansa Keita, hein. Donc voilà, c'est la même lignée. Donc voilà, c'est vrai, c'est une seule et même histoire, effectivement. Il n'y a pas, c'est pas quelque chose que j'invente, hein. Et si on revient toujours après sur la même chose, on revient toujours sur le royaume demandé. Effectivement, pour vous dire qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que, en tout cas, cette histoire il y a une histoire dans l'histoire. En tout cas, voilà, et malheureusement, sur Wikipédia, on s'arrête là. Et c'est là que je vous disais que j'avais un lien externe à vous faire lire, que je vous mettrai dans le commentaire et c'est à lire. Ça s'appelle érudit.org, ça porte bien son nom, hein, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. La source m'a l'air fiable, hein. Moi, je prenais que Wikipédia parce qu'on peut pas la mettre en cause. Là, on est sur un truc qui s'appelle érudit.org. J'ai fait le tour du site, j'ai lu des avis. En plus, c'est sourcé aussi bien que Wikipédia. Et la question, effectivement, voilà, est-ce qu'il y avait des résistants à l'esclavage est posée dans cet article. Et je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'ils disent dans cet article et tout de suite, on y arrive. J'ai lu un livre qui s'appelait Texaco de Patrick Chamoiseau. C'est un prix Goncourt antillais. On est fiers de nos prix Goncourt. On a eu Césaire, on a eu Chamoiseau. On a eu Fanon. Voilà. On est fiers de nos Goncourt. Et, en fait, ce qui m'avait choqué dans ce livre-là, c'était de voir à quel point la société, en tout cas du temps de l'esclavage, par exemple en Martinique, parce que c'est ce qu'il décrit à ce moment-là dans le livre, elle est bien plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. Déjà, c'est pas blanc ou noir, c'est pas manichéen, c'est pas esclave ou libre, enfin, c'est pas esclave ou mort, tout simplement. Il y a 36 000 manières d'être noir à ce moment-là dans la société. Ça va du nègre de maison au nègre des champs, au nègre marron, au nègre affranchi, en passant par le nègre tout simplement indomptable parce que trop vieux, parce que trop malin, parce que voilà. Ça va aux mulâtres aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait des mulâtres? Ah bah, les mulâtres, comme ils ont du sang blanc et que bah, c'est marqué dans la Bible que tout ce qui a du sang blanc ne peut pas être mis en esclavage, bah, figurez-vous que les mulâtres, ça va être les premiers qui vont être à l'origine des premières pensées abolitionnistes, tout ça et tout. C'est eux qui vont porter la politique puisqu'ils ont aussi de ce sang noir. C'est eux qui vont se placer dans cette niche un peu de politique de défense, un petit peu de l'abolition de l'esclavage. Donc, vous voyez que déjà, d'emblée, quand on parle de l'esclavage, et si on s'arrête juste là, et c'est un peu ce que raconte l'article ici, c'est déjà, si on s'arrête déjà sur qu'est-ce que c'est effectivement l'esclave,
qu'est-ce que c'est que la vie d'esclave? C'est beaucoup plus complexe. Est-ce que en France, on était plus victime, par exemple, que dans d'autres pays? On sait qu'en Guyane, en Louisiane, en Amérique du Nord, au Brésil, à Cuba, au Barbade, partout, il y a eu des révolutions. En France, on vous dira éventuellement, bah ouais, sur la fin, ils se sont réveillés, mais sinon, ouais, c'était plutôt d'accord. Non, c'est pas vraiment non plus ce qui s'est passé. Déjà, quand on étudie la société, j'ai pas les proportions exactes, mais j'avais vu à un moment donné qu'il y a quand même une proportion assez importante d'esclaves, tout simplement d'esclaves libres sur la fin sur la fin de l'esclavage. Donc déjà, on n'est pas forcément esclave, que ces esclaves libres travaillent, sont souvent travaillent avec des mulâtres, par exemple, parce que les blancs refusent de travailler avec eux. Les blancs, qui sont les blancs? On parle des blancs qui vivent là-bas, par exemple. On parle des blancs, ce qu'on appelle les France. Donc à l'époque, les blancs de France, qui étaient les Français de passage aussi, qui venaient découvrir les Antilles pendant quelques temps. Ou est-ce qu'on parle des béquets? Ouais, donc effectivement, la société déjà en elle-même est beaucoup plus complexe que déjà il y a des blancs, il y a des esclaves. C'est pas véritablement que ça. Déjà, oui, donc forcément, déjà, il y a les legs marrons, c'est des gens qui sont là-bas, sont pas d'accord. Eux, quand ils interviennent dans les champs, voilà, c'est pour découper de la tête, hein, donc voilà. Donc et puis il faut qu'ils se nourrissent de toute façon, donc voilà. Et c'est quelque chose, voilà, c'est de la résistance, voilà. Elle est, comme ils disent, elle n'occupe pas la juste place qui lui revient dans l'histographie française. Et c'est effectivement quelque chose que je voulais mettre en avant avec cette vidéo, c'est qu'effectivement, oui, dans toute guerre, effectivement, il y a eu des collaborateurs. Il y a eu effectivement des gens qui n'avaient pas d'avis. Il y a eu des gens qui ont travaillé avec le camp ennemi. Mais comme dans toute guerre, il y a eu des résistants. Il y a eu des gens qui étaient contre. Effectivement, au-delà même des grands penseurs européens, il y avait sur le territoire africain des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Et c'est pas seulement aussi simple que des noirs ont vendu des noirs, et c'est des choses que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc oui, voilà, c'est ce que j'ai cherché à établir. Tout d'abord, hein, un travail d'historien. Est-ce que c'était une guerre? Qui étaient les belligérants? Qu'est-ce qui s'est passé effectivement sur le plan historique? Comment je peux le sourcer? Voilà, j'ai pu démontrer là, juste avec Wikipédia, qu'effectivement c'était une guerre de civilisation, une guerre de religion, que ça va au-delà de l'histoire de l'esclavage aussi, hein. On pourrait aussi rattacher ça à ce qui s'est passé en Amérique, hein. Moi, le jour où j'ai découvert qu'est-ce que c'était que la conquête de l'Ouest, effectivement, je vous avoue que les films de cow-boys et d'indiens, je les regarde avec un autre œil. Mais effectivement, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est l'histoire qui nous concerne. Parce que l'histoire de l'esclavage, donc de cette guerre qu'il y a eu, et qui, voilà, c'est elle qui aujourd'hui est à l'origine de ce qui va suivre, et donc de la colonisation, et donc qui va suivre par la suite de ce qu'on appelle l'immigration, et qui est le résultat de ce que je suis moi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un immigré, je suis né ici, mais je suis clairement le descendant de tout ça, et malgré tout, hein, j'ai beau mettre tous les polos blancs que je veux, il y a un moment donné où, bah, effectivement, bah, cette histoire, elle est inscrite tout simplement sur ma peau. Et oui, peut-être moi plus qu'un autre, effectivement, même si ça peut en déranger certains, mais voilà. Et effectivement, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Et quand je vous dis qu'effectivement, c'est une seule et même histoire, c'est une guerre. C'est qu'il y a eu une bataille, il y a eu des résistances, et je vais prendre un exemple concret pour conclure cette vidéo, qui est l'exemple du Soudan, du soulèvement du Soudan, et je vais vous montrer comment effectivement, tout simplement, bah, l'Europe a gagné cette guerre, et vous allez voir, c'est très très simple, ça va être très très simple. Donc voilà, comme je vous disais, effectivement, hein, c'est pour reprendre, voilà, est-ce qu'il y a eu des résistants? À un moment donné, la question, voilà, fallait qu'elle se pose. C'est une guerre qu'il y a eu, hein. À un moment donné, il faut pas se poser la question. Et voilà, comme dans toute guerre, il y a eu des résistants, il y a eu des gens qui ont collaboré, effectivement, il y a eu une vraie résistance. Et pour l'exemple que je voulais vous prendre, pour terminer, effectivement, pour montrer, effectivement, comment, en tout cas, de la manière anglaise, on a calmé toute forme de résistance. Il y a eu à un moment donné un soulèvement au niveau du Soudan égyptien, mené par cet homme, Al-Mahdi.
effectivement, qui va donner la guerre des Mahdistes, qui va même donner plus précisément lieu à la crise des Fashoda, et donc qui est une crise qui va impliquer aussi bien l'empire du Congo de l'époque, qui est administré par Léopold II, qui va impliquer aussi l'empire éthiopien, qui lui à l'époque est administré par Ménélique II, d'ailleurs en l'occurrence. Et voilà, il va y avoir deux batailles importantes, très importantes. En fait, donc là, c'est la première bataille, c'est la bataille d'Oum d'Iwa Karat. Effectivement, où un général, en fait, en gros, un chef des armées, hein, et, il va partir en guerre contre les mahdistes, effectivement, et il va être armé de ce qu'on appelle la mitrailleuse Maxime pour la première fois. Donc voilà, à 5 heures du matin, les soldats vont attaquer, mais ils sont fauchés. Et la plupart sont faits prisonniers sur les 8000 hommes. Et alors que de l'autre côté, il y a quasiment pas de pertes, pas de blessés. Et il va y avoir une deuxième bataille, on va dire entre guillemets le groupe de Helm, quoi. Effectivement, là donc c'est la bataille d'Om Durham. Effectivement, on va ressortir la mitrailleuse. Et là, effectivement, hein, pour vous donner un ordre d'idée, hein, quand le progrès technologique est de votre côté, c'est plus facile d'imposer votre vision du monde. Donc voilà, effectivement, il y a 47 tués d'un côté, 350 blessés, de l'autre côté, il y a 11 000 tués, 16 000 blessés et 5 000 prisonniers. Au départ, ils étaient 26 000 hommes contre 52 000, soit un ratio de 1 pour 2. Et on finit avec ça, seulement 47 tués. Voilà, c'est pour vous donner, voilà, comment effectivement, à un moment donné, et puis la mitraillette Maxime, hein, vous voyez, hein, on en revient. Comment on a effectivement tué toute forme de résistance à un moment donné, comment on a imposé la vision des choses, ça a été véritablement par la force, voilà, faut le dire. C'est pas autrement. Et ce qui fait aussi que cette vidéo était importante pour moi et de démontrer tout ça, c'est que cette histoire, donc cette guerre qui est à l'origine de l'esclavage et donc qui aussi est descendante des guerres de religion déjà à Jérusalem, effectivement, durant l'Inquisition, qui aura emmené jusqu'à décimer tout le peuple, tout le peuple américain quasiment. Voilà, c'est une seule et même histoire qui a une seule et même origine. Elle n'est pas différente parce qu'on parle de l'esclavage et c'est véritablement la même. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'espère que du coup vous aurez apprécié la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour des dossiers un peu plus complets. Voilà, c'était le premier dossier de Bibi de Record. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt. Et donc voilà, pour terminer, je voudrais juste vous présenter quand même trois femmes, honneur aux dames. Après, il y a eu des hommes aussi qui ont participé. Il y a eu des noms bien plus connus, mais elles aussi sont très connues. C'est Nani en Jamaïque, ou la reine Nani, ou Kujo Queen Nani, qui a été une chef militaire en Jamaïque, chef des Nègres marrons. Voilà, qui est né dans la tribu Ashanti, qui a jamais vraiment trop accepté issu de la tribu Ashanti, qui a jamais trop accepté son statut d'esclave et qui sera l'une des principales instigatrices de plusieurs révolutions en Jamaïque. Sanité Belair, c'était tout simplement l'une des générales, hein, je crois si je dis pas de bêtises, hein, l'une des générales lieutenant, pardon, excuse-moi, c'était une lieutenante de Toussaint l'ouverture. Donc elle a participé à la libération d'Haïti, voilà, qui était appelée Saint-Domingue à l'époque. Voilà, c'est au même titre que Jean-Jacques Dessalines, c'est une héroïne nationale en Haïti. Et sinon la solitude de son prénom Rosalie, mais qui est connue plus sous le nom de Solitude, qui est aussi l'une des figures de proue de la résistance,
puisqu'elle aura combattu contre le rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon. Parce qu'on a été quand même l'un des rares pays à rétablir l'esclavage. Et donc c'est pour vous montrer, voilà, quoi, qu'en cherchant un petit peu, et je vous dis, juste en regardant sur Wikipédia, on arrive à trouver ce qu'on cherche si on cherche bien. C'était donc l'homme sale, le vieux génie, ouais, effectivement, pour Bibi Record. J'espère que vous avez apprécié le petit moment là que j'ai essayé de vous emmener. C'est un dossier un peu plus complet que les Bibin Talk. Là, c'est une étude, on en fera d'autres, toujours en passant par Wikipédia. Même procédé. On est feignant chez nous, mais on peut faire les choses aussi bien en étant feignant. Bonne soirée à vous, bonne journée, et puis j'espère vous revoir bientôt sur Bibin Airlines. À bientôt.